Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un invité exceptionnel, Thomas Drouet, qui est le coach actuellement de Qiangwang, la chinoise classée 29e mondiale, qui a été classée au plus haut 12e mondial. Il a notamment été le coach de Bernard Tomic, de Marion Bartoli et de Timea Babos. Dans cet entretien, il nous parle un petit peu de l'envers du décor en tant que coach, comment ça se passe avec ses joueurs, la préparation derrière, et surtout en tant que coach indépendant, comment se passe cette période de confinement, étant donné que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je vous laisse avec mon entretien avec Thomas Drouet, c'est parti, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un invité exceptionnel, Thomas Drouet. Salut Thomas. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel de Games 10 Talk. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Drouet qui est actuellement le coach de Qiangwang, 29e mondial, qui va nous parler un petit peu de son expérience sur le circuit WTA en tant que coach, également cette expérience en tant que crise sanitaire avec le confinement. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, tu peux te présenter en quelques mots? Ben oui, donc moi j'ai fait partie du système français en fait à l'âge de 12 ans pour essayer de faire le plus court possible. J'ai intégré la structure nationale d'entraînement à Reims, d'accord? Et je suis resté là-bas jusqu'à 18 ans. J'ai passé mon bac et tout ça en allant à l'école en ayant les horaires aménagés. Et après, je suis parti à Monaco où j'habite toujours. Enfin, on a une maison juste à côté à Roquebrune-Cap-Martin, pour représenter Monaco, la Coupe Davis et tout ça, et essayer de tenter une carrière professionnelle. Donc, j'ai été au maximum moins 15 en France et classé à peu près millième à l'ATP. Voilà, j'ai pas très facile de voyager parce que j'avais pas beaucoup de moyens et pas de sponsors. Donc, après un moment, vers l'âge de 24 ans, 25 ans, avec cette blessure au poignet, ça a été le moment déterminant où j'ai décidé de devenir entraîneur. J'ai travaillé pendant quelques années au Monte Carlo Country Club et après, je suis parti sur le circuit. Voilà Et un peu mon chemin pour faire court. justement, je trouve ça vachement intéressant. Tu as eu cette blessure au poignet et tu as quand même réussi derrière à aller de l'avant et pouvoir vivre de ta passion, donc du tennis en tant que coach. Quel était ton état d'esprit? Comment tu as su rebondir pour aller justement de l'avant malgré cette expérience douloureuse? Ben en fait, au début, c'était vraiment très dur parce que les docteurs m'ont dit, bon, tu vas pouvoir jouer au tennis et tout, il n'y a pas de problème, mais oublie les 4-5 heures d'entraînement par jour, surtout chez les garçons. Parce que là, en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une période ascendante. Je venais de perdre en 3-7 contre Gabashvili à Monte-Carlo. Bon, j'ai eu une wildcard pour entrer dans les qualifs parce que j'avais pas le classement, mais je venais de perdre 6-4 au troisième contre un gars qui était 70e mondial. Donc, je commençais vraiment à prendre confiance et à percer. Et on sait au tennis que ça peut se jouer sur des déclics comme ça. Et donc après, ça a été vraiment très dur d'avoir cette opération du poignet. J'ai eu une arthroscopie. Et n'ayant pas beaucoup aussi d'argent pour pouvoir voyager déjà avec un entraîneur et toute l'année, bon, j'ai posé le contre et j'en avais marre de galérer, comme il y en a beaucoup qui sont en train de galérer en ce moment. J'ai vécu et c'est pour ça que j'ai décidé de passer dans la partie coaching. Et du coup, tu as été le sparring partner de Tomic, c'est ça au début? Euh, En fait, oui, donc pendant 3-4 ans, j'étais entraîneur au Monte Carlo Country Club. J'ai créé le groupe compétition et tout ça, donc ça marchait très bien. Et après, en même temps, pendant quelques semaines dans l'année, quelques mois, je faisais sparring, mais pas qu'avec Tomic, hein. J'ai fait avec Nadal, par exemple, avec Federer, notamment pendant le Rolex Masters, avant et après. Donc, j'ai fait sparring avec beaucoup, beaucoup de joueurs pros. Et pendant un an comme ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard. Et on a commencé à collaborer ensemble comme ça, en fait. Ouais. Et après, je suis parti le rejoindre en Australie. Et du coup, tu as des petites anecdotes, comme tu as été le sparring avec Nadal, Federer, par rapport à ces grands joueurs qu'on idolâtre. Toi, tu as pu voir l'envers du décor, comment ça se passe? Ben, celui qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est Nadal. En plus, c'était souvent sur terre battue avec lui. Et la lourdeur de balle, c'était vraiment ce qui m'impressionnait.
son charisme, son sérieux, son professionnalisme. Et c'est là où j'ai percuté quand même que ce que je voyais quand je voyageais en tournoi, même sur les tournois futurs et tout ça, c'était loin du niveau de professionnalisme qu'il avait lui. Donc toute cette discipline, cette rigueur, ce respect aussi, parce qu'il n'y a pas un seul jour où il n'est pas arrivé en me disant bonjour et en repartant merci et tout ça. Donc c'était vraiment un des meilleurs du monde qui était aussi respectueux. C'était vraiment, ça faisait chaud au cœur. Et voilà, donc on faisait des séances de 2-3 heures. Hein. C'était au début les premiers entraînements, même dans l'axe comme ça, il arrivait à faire monter mon cœur à 180. Et après, donc c'était, on s'habitue forcément. Hein. Je savais jouer au tennis, donc j'étais pas débutant et ça me faisait progresser. C'était des expériences incroyables. Et les petites anecdotes, c'est que moi, je demandais rien, bien sûr, parce que pour moi, c'était tout le monde disait mais pourquoi tu te fais pas payer tout? Mais moi, c'est déjà une chance incroyable de partager le cours avec ces joueurs-là. Et j'avais aussi une petite idée en tête, c'était de me faire connaître sur le circuit parce que je voulais l'intégrer en tant qu'entraîneur. Et la petite anecdote sympa, c'est qu'à la fin de chaque tournoi, il me donnait surtout Nadal, il me donnait son t-shirt et il me le signait. À chaque fois, il marquait merci pour cette semaine d'entraînement et tout ça. Et l'année d'après, il revenait, il m'envoyait un message en disant bon, on se rentraîne avant le tournoi et puis après, voilà, et puis ça a duré comme ça pendant 2-3 semaines. Et dès que j'avais l'occasion, j'ai eu plein de joueurs, avec Joe, avec Stan, avec Federer aussi. Federer, c'était plus des échauffements d'avant-match que je faisais que des vrais entraînements. Voilà, donc c'était vraiment une chance incroyable. Et surtout que tu l'avais, du coup, Nadal en début de sa période sur Terre, donc c'était Monte-Carlo, donc c'était vraiment le tout début, avant vraiment qu'il monte en Ouais. puissance et qu'il monte en gamme pour Roland-Garros. Donc tu pouvais vraiment voir comment ça se passait, sa préparation à lui. Et je pense que ça a pu t'aider, même en tant que coach. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et puis surtout, je me disais à quel point l'impact physique était énorme sur le jeu. Une fois, par exemple, avant la finale contre Federer, on s'est échauffé, hein, 1 heure et demie, mais intensité maximale parce qu'il n'était pas content, il sentait pas bien le balle. Après, il m'a dit, après la finale qui a gagné, il m'a dit qu'il était un peu nerveux ce jour-là, donc il avait besoin d'évacuer, mais pour pouvoir taper 1 heure et demie à cette intensité-là, plus après faire un match contre Federer quand même, ça prouve à quel point la qualité physique était là. Quoi. Et du coup, en tant que sparring, juste pour conclure sur ça, est-ce qu'on te demande de travailler sur des points précis, Nadal ou Federer, avant leur match, te disent, voilà, je veux bosser vraiment le revers ou vraiment le coup droit, ou plutôt, c'est plutôt type des petits matchs entre vous, comment ça se passe? Non, en fait, quand on faisait des entraînements, souvent, Tony me disait, bon, tu joues sur son coup droit, il va te faire 2-1, ou alors toi, tu lui fais faire, par exemple, 2-1, mais c'était des exercices ou des gammes, par exemple, coup droit, et puis après, il tapait longue ligne, si je pouvais courir et aller le remettre pour qu'il finisse de l'autre côté, voilà. C'est là où s'arrête le rôle de sparring. En fait, j'étais pas là pour faire un match contre lui, j'étais là pour faire ce qu'on me demandait le mieux possible. Et puis, voilà, une fois qu'il avait fait son enchaînement, hop, je me replaçais. Et surtout, ce qui demande le plus à ce niveau-là, c'est qu'on rate le moins possible. Mais même chez les filles, hein, chez les garçons, ils veulent des sparring qui ratent pas beaucoup, qui sont capables de, parce que comme ça, ils peuvent trouver leur rythme. Ouais. Donc, et souvent, avant les matchs, ils commençaient à mettre en place dans les échauffements leur plan tactique. Donc voilà, quand je l'ai chauffé avant la finale contre Federer, par exemple, il me mettait, comme moi je suis droitier, j'ai un revers à une main, il s'amusait à faire avec son coup droit, à jouer assez bombé sur mon revers, là, ici, et après se décaler si je joue un peu trop au milieu du cours. Et puis, Et alors, c'est si ouais, dur je que faisais un ça? Parce qu'on dit, ah, ouais, ouais. ouais, on a toujours Quand ce il voilà, commence à revers à une main. trouver, si on loupe un peu notre zone, par exemple, qu'on joue un peu court et qu'il a le temps vraiment de tourner autour de son revers et qu'il arrive à nous sortir un peu là sur notre revers ici, on perd 1 mètre ici, puis on en perd un autre là, et puis après, à mon niveau, bien sûr, par Ouais. rapport à lui, c'était. Ouais, parce qu'on s'en rend pas forcément compte à la télé. Je pense qu'il y a que vraiment en renvoyant sa balle qu'on sait que ça gicle vraiment très très haut et que du coup, on est en retard systématiquement. Après, il nous attaque longue ligne et c'est quasiment le point à chaque fois. Avec cette balle qui remonte comme ça, quand je voyais Federer qui arrivait à une main en plus, hein, Djokovic qui arrive à rentrer dans le terrain avec ses 2 mains pour jouer longue ligne, ok, mais quand je voyais Federer qui arrivait à le faire, je me dis, pour moi, avoir eu cette balle-là, et puis tout un match hein, sur je sais pas combien d'heures, moi c'était des entraînements, puis il y avait des coupures, là je veux dire, avec la pression, bon, ils ont l'habitude aussi, Ouais. mais franchement.
Je comprends en fait quand ils rentrent sur le court contre Nadal, qui déjà ils ont un gros stress. En plus, si tu as un revers à une main, c'est clair que. Ah ouais, ouais, s'en faire battu, très dur, très dur. Et du coup, après, si on reprend un peu ton parcours, donc t'es allé en Australie pour suivre Tomic, Mhm. donc une expérience qui Ouais. n'a pas forcément été, voilà, on sait la fin qu'il y a eu avec le papa de Tomic, qui n'a pas forcément été heureuse jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de cette expérience en Australie? Qu'est-ce que ça a permis d'acquérir pour toi en tant que joueur et en tant que coach? Ouais. Ben, en fait, quand on a passé l'accord avec Tommy, donc ça fait déjà un petit moment que je faisais sparring, donc dans le milieu des garçons, ils voyaient qui j'étais. Mon but, moi, c'était de me lancer totalement sur le circuit pour petit à petit. Et d'ailleurs, c'était l'accord que j'avais avec le père, c'est que le père ne voulait plus trop voyager. Et il avait eu confiance en moi. Il me dit, bah, tu connais le tennis, tu joues bien, donc je te laisse 2-3 mois où je suis là avec Bernard, et si je vois que tout va bien, bah, je vous laisse partir tous les deux sur le circuit. Ça sera toi son entraîneur à temps plein. Donc, bon, après, ils m'ont mis dans la case de sparring, mais je sais le travail que je faisais avec lui sur le cours et tout ça. Donc, le père me demandait toujours quels exercices faut faire, qu'est-ce que tu me conseilles quoi. Donc, moi, je lui disais, mais moi, je m'en moquais. Je vois juste les résultats que Bernard a eu. Le premier titre, d'ailleurs, c'était un moment super sympa avec lui. Après avoir fait toute la préparation hivernale en Australie, on est parti sur le tournoi de Sydney. Et avant ça, on avait fait la Hopman Cup où il avait battu Djokovic, qui était numéro 1 mondial. Hein. Et après, il gagne Sydney. Il bat Anderson en finale. Et donc, on était vraiment dans une super. Avec Bernard, on s'entendait bien, on travaillait très bien, on était dans une bonne dynamique parce que, bon, à l'époque, je devais avoir 29 ans, 28 ans. Et donc, la différence d'âge n'était pas encore et pas très énorme avec lui. Donc, on avait des moments de complicité. Et bon, ben, ça s'est un peu dégradé, surtout avec le papa qui voulait contrôler, mais de manière malsaine, ce qui se passait. Et du coup, le problème avec Tomic, parce qu'on sait que c'est un joueur ultra talentueux, je me rappelle de son quart de finale à Wimbledon en 2011 contre Djokovic, où il avait vraiment un sacré niveau, et que là, ben, c'est un peu la débandade pour lui. C'est quoi le problème? C'est mental? C'est son père justement qui lui met trop de barrières, qui le contrôle pas de la bonne façon? Ouais, je pense que la pression du père, enfin moi j'assistais à vraiment des entraînements, enfin la vie c'était tous les jours des cris, tous les jours des engueulades. Il y avait une pression constante, mais sur tous les membres de l'équipe, on vivait quand même dans un stress permanent. Donc je pense qu'au bout d'un moment, lui il vit ça depuis il est jeune, hein, depuis qu'il a 8 ans, 9 ans. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il a pas eu le courage de dire à son papa, bon, t'es mon père, je t'aime, mais maintenant tu vas rester à la maison. Il a pas réussi à le faire, donc il était toujours entre deux en fait. Même moi, quand j'étais à l'hôpital, il est venu me voir, il me fait, tu sais Thomas, mon père a été trop loin, je veux rester avec toi. Il y avait Yosko, l'entraîneur physique, il a dit, je veux rester avec toi, t'es mon coach, puis c'est mon entraîneur physique, et on est tous les trois, et maintenant c'est bon. Et 2 jours après, c'était reparti. Le père, il avait repris le contrôle. Il savait très bien on sait comment, enfin, je suis papa aussi, on sait très bien comment manipuler Son nos enfant. enfants, c'est tellement facile. Et voilà, donc à un moment donné, avec le père, ça pouvait plus fonctionner. Et puis le manque de respect quotidien et tout ça. Et puis au bout d'un moment, ben, j'en ai eu simplement marre qu'on me traite comme un chien. C'est normal. Et du coup, je sais pas si c'est une coïncidence, mais ensuite, tu es passé dans une autre relation familiale, entre guillemets, avec Marion Bartoli, qui elle, du coup, était aussi Ouais. suivie par son papa durant ben, son sacre à Wimbledon 2013. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux types d'expériences? C'était comment avec Marion et comment c'était l'envers du décor de son titre à Wim en 2013? En fait, avec Marion, l'histoire, c'était un peu le même principe qu'au début avec Tommy, c'est qu'ils cherchaient une troisième personne pour venir les aider parce qu'ils étaient un peu dans une impasse, donc des idées nouvelles, simplement une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et donc, je suis arrivé avant Roland-Garros, on a commencé tout ça, et le père me demandait mon avis, je lui disais, mais j'intervenais pas beaucoup dans les entraînements, mais je donnais mon point de vue. Et à un moment donné, Marion a vu que ben, ça se passait très bien avec moi. Et elle, par contre, contrairement à Bernard, a dit à son papa, ben, maintenant, tu vas me laisser toute seule avec Thomas. Mais il y avait toujours, on va dire, j'ai gardé les principes de leur façon de s'entraîner. Je les ai un peu mélangés à ma sauce. Et avec Marion, on s'est très bien entendu. Elle voyait que j'étais là, pas pour évincer son papa. J'étais juste là pour faire mon boulot et l'aider au maximum.
Et du coup, elle s'est sentie en confiance. Ça l'a aidé donc à prendre cette décision vis-à-vis de son papa. Et voilà, on a fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Elle a gagné Wimbledon et ça a été des grands moments. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est des moments qu'on peut pas oublier. Et du Et coup, c'était quoi la touche Thomas Drouet sur ce win, ce sac de Marion? Qu'est-ce qui a fait le déclic chez elle? Je sais pas, sur sa préparation, son entraînement, peut-être l'aspect mental aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu lui apporter de neuf par rapport à son papa? je pense qu'elle a vu que j'étais pas là pour dire oui, ton papa, de toute façon, il connaît un tennis. J'ai dit ok. Vous avez fait des choses qui marchent très bien, puisque j'aimerais bien amener une joueuse de jeune jusqu'à top 10 ou top, elle était peut-être 14e mondial. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Par contre, moi j'ai deux, trois petits trucs si tu veux, mais c'était des petits détails, par exemple une façon de se replacer, le service, par exemple, elle finit par son ace là, Ouais. à plat, on a travaillé beaucoup son service à plat par exemple, mais tout en maintenant, par exemple, les exercices avec les élastiques et tout ça, on le faisait quotidiennement pratiquement. Il y avait aussi l'entraîneur physique, Nicolas Perrotte, avec qui je m'entendais très bien. Donc en fait, c'était pas que moi, c'était toute son équipe autour d'elle. Elle évoluait dans une atmosphère sereine, apaisée, mais elle voyait que quand même, on bossait à fond. Et puis donc je pense que voilà, avec tous ces petits détails que je viens de te dire, plus cette sérénité, il y a toutes les étoiles qui se sont alignées et puis voilà, elle a joué son meilleur tennis à ce moment-là. Tu as une petite anecdote sur justement ce sacre? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette quinzaine? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Ou au contraire, tout s'est vraiment mis en place, comme tu le dis, et tout était aligné pour qu'elle triomphe dans ce grand Il y a eu un chelem? gros moment de doute, c'était surtout la semaine d'avant à Eastbourne où elle gagne le premier match en faisant un très bon match et après elle tombe malade, mais elle avait vraiment 39-40 de fièvre. Donc on est arrivé à Wimbledon. Ça va être dur parce que de récupérer d'une grippe quand même pour une athlète de haut niveau. On a la chance quand même, c'est que ça dure 2 semaines un grand chelem, que les filles c'est en 3 sets, voilà, et qu'il y a un jour de repos. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et en fait, on avait nos petites routines avec Marion en dehors du cours et dans le club. C'était pas quelqu'un qui voulait rester toute la journée au club et tout ça, donc ce qui est très bien parce qu'on perd une énergie folle. Donc on se retrouvait. Moi, elle avait loué une maison. Moi, j'étais dans un petit appartement pas très loin. Et moi, quand je me souviens, j'allais tous les matins à pied au stade avec les écouteurs, puis la même musique. Et elle aussi, elle faisait ses mêmes routines, ça. Puis petit à petit, voilà, le gars base Vitolina au premier tour, puis deuxième tour, troisième tour, et puis après on voit le tableau qui se dégage un petit peu. Et là, à partir des quarts de finale, on a dit bon elle jouait vraiment très bien. Et par exemple, en demi-finale, quand elle gagne, je sais pas, 6-2, 6-1, je crois, contre la Belge, elle a fait un match. Là, après, d'ailleurs, j'ai appelé ma compagne et je lui ai dit, je veux que tu viennes. C'est la finale et peut-être je ne revivrai plus jamais ça de ma vie en tant que coach. Je dis, viens, il faut qu'on vive ça ensemble. Et elle est venue. Et j'étais persuadé qu'elle allait gagner. Je sais pas, je sentais, au même titre que parfois, quand j'ai mes joueuses qui sont sur le court, je sens que le match est en train de tourner et que je sais qu'elle va pas s'en sortir. Là, à partir des quarts de finale, je sentais qu'il y a plus rien qui pouvait la toucher. Et voilà, donc j'en pleurais derrière mes lunettes, c'était des émotions. Toute l'équipe aussi autour et tout, Ouais. c'était pour elle, pour son papa, c'est des années et des années pour réaliser un rêve, c'était super beau. Et puis voilà, après, on était un peu déçus tout le monde parce que le soir, on s'est tous retrouvés dans un restaurant, son restaurant préféré là dans Wimbledon Village. Et on était tous partis, on était pour faire une fête incroyable jusqu'à pas d'heure le matin, même pas se coucher et tout ça. Et puis au bout d'une heure, une heure et demie de repas, elle est partie avec son papa. Elle dit bon, je suis fatigué demain. Et du coup, ça nous a un peu, on est tous rentrés en fait. On n'a pas fait la fête, ça nous a un peu refroidi. Voilà, c'était juste le petit truc comme ça pour dire ce qui s'est passé après la finale. Mais voilà, même avec Marion, quand on se recroise souvent sur les tournois. Bien souvent, on a un petit mot sur ça. Ça nous liera toute notre vie, quoi. Et du coup, tu l'as dit, le tableau, tu as vu que le tableau commençait à se dégager petit à petit. Comment toi, en tant que coach, tu calmes un petit peu, entre guillemets, ces ardeurs, de te dire, voilà, il faut rester quand même match après match, à pousser ta joueuse, justement, à pas se dire, voilà, j'ai un coup à jouer, mais vraiment penser à l'instant présent.
Bah, en fait, on n'en parle pas. Elle le Ouais. sait, moi je le sais de mon côté, mais on évite de se le dire. Voilà, on prend match par match. C'est la vérité, hein. Je pense que moi, quand le tableau sort, je me projette un peu sur les deux, Ouais. trois qui vont suivre, mais je n'en parle jamais à ma joueuse. C'est, ça serait une erreur monumentale de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, au lui dire, oh, tu vois, il n'y a plus aucune top 10, c'est pour toi le tournoi. Par contre, je valorise, bon, là, tu joues vraiment bien, tu es au top, vas-y, n'aie peur de rien, joue ton jeu, sois agressive et tout ça. Là, on mettait vraiment le paquet sur ça, oui. Et du coup, tu as été surpris derrière de l'annonce de sa retraite de Marion Bartoli. Ah ouais, j'ai pas été Ouais. surpris, j'étais choqué même. Je me Ok, du souviens coup, pareil, c'est encore un moment c'était pas quelque chose qui était en amont passé. qui commençait à se parler dans le staff. Ah non, non, mais pas du tout, parce que même après l'échauffement de ce match, hein, elle joue Simona Alep, qui cette année-là a fait une année incroyable. Euh, Elle nous disait, à moi et à l'entraîneur physique, bon les gars, j'ai vraiment une équipe incroyable, j'ai envie qu'on continue, j'ai envie qu'on aille jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio, j'ai envie qu'on continue, on va aller chercher un autre grand chelem, et puis comme ça, à 11h30 du soir, elle nous dit qu'elle veut arrêter sa carrière. D'ailleurs, au début, on rigole hein, Ouais, avec Nicolas, on se forcément. regarde, on fait non, allez Marion, arrête tes conneries, va faire ton interview et on rentre à l'hôtel, tu vas te calmer, et puis il y a l'US Open qui arrive bientôt. Hein. Et non, elle l'a fait. Hein, on a essayé de la raisonner. Attention Marion, là tu fais tout vite, tu fais une annonce de presse, une conférence de presse, pardon. Et bah voilà, c'était son choix. Et puis apparemment, Voilà, on elle a peut, su on rebondir on peut rien derrière. y faire. Ouais, C'est on ça, peut rien c'est y ça, faire. c'est ça. Et du coup, après, donc, tu as notamment coaché Timea Babos, Anna Plinkova, avant de t'occuper de Kyung Wang, Hein. qui, en plus, tu as pris la relève de son illustre et défunt coach, Peter McNamara. Donc, du coup, il y avait quand même voilà, une approche quand même pour apporter ta patte après avoir passé autant de temps avec son même coach. Elle a atteint le 12e rang mondial avec 2 deuxièmes semaines consécutives en Grand Chelem à l'US Open et à l'Open d'Australie. Comment ça se passe, cette association? Et comment tu décrirais justement Kyung Wang, ta joueuse, pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas forcément? Ben, on a commencé donc Roland Garros l'année dernière. Et bon, bah, comme chaque joueuse est différente, on doit toujours s'adapter. Donc, au début, j'étais là plutôt. Donc, notre période d'essai était jusqu'à Wimbledon, d'accord. Donc, pendant cette période, j'essaye de montrer ce que je sais faire, de montrer mes idées, de l'écouter aussi pour la connaître et essayer d'anticiper ses réactions, son, son état d'esprit. Et c'est plutôt une joueuse. Alors, j'ai été très surpris parce que bon, ça va aussi. J'avais travaillé avant Timea Babos, j'avais travaillé avec une Chinoise qui s'appelait Pang Shuai, donc j'avais quelques repères déjà avec les Chinois parce que c'est une mentalité quand même complètement à part des Européens, des Européennes. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, elle était tout de suite ouverte au changement. Elle m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu vois dans mon jeu? Qu'est-ce que tu penses que je peux améliorer et tout? Donc, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais qu'on se dirige vers plus d'agressivité, aller prendre la balle un peu plus tôt. Voilà, quand tu mènes, parce que je me base surtout sur des statistiques, mais on y reviendra après. Et en fait aussi, ce qu'elle aime, c'est que je suis encore capable de bien jouer. Donc je fais coach, mais aussi souvent je joue avec. Ce qui me permet de sentir sa balle, j'ai encore la chance de pouvoir mettre la balle à peu près où je veux. Et quand je veux faire un exercice, sur cette balle-là, c'est cette balle-là que je veux lui envoyer, par exemple. Et là, on est vraiment dans du concret, dans des situations concrètes, par exemple, de jeu, de plan tactique. Et ça, elle adore. Et puis, c'est aussi un confort pour elle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était ouverte, qui veut travailler. Bon, il faut la pousser. C'est pas elle qui va me dire allez viens, on va s'entraîner. Mais si je la pousse et qu'elle voit qu'elle n'a pas le choix, elle ira. D'ailleurs, elle a été honnête hein, dès le départ. Elle m'a dit je suis un peu feignante, mais si tu me pousses, je le ferai, il n'y a aucun souci. Et je mets le doigt dessus bien souvent. Et du coup, tu qualifierais comment son style de jeu? Elle est plutôt, elle contre-attaque. C'est quelqu'un qui a pas une énorme
puissance, donc, mais elle est très intelligente, d'accord. Donc elle voit bien ce qui se passe, elle gère bien les moments importants. Elle fait rarement des choix terribles dans ces moments-là, donc c'est plutôt une joueuse constante qui va pousser à la faute. Mais voilà, donc ces qualités, au bout d'un moment, peuvent se retourner contre elle si elle devient trop attentiste, si elle attend et que l'adversaire fasse la faute, surtout maintenant avec les filles qui sont très puissantes et qui sont capables de faire des coups gagnants n'importe comment. Il y a un moment donné, elle était trop loin de sa ligne et puis elle se fatiguait, sa balle n'avançait plus, donc elle mettait plus de pression. Et donc on a beaucoup travaillé dessus. Et voilà, elle progresse bien. Et du coup, en fait, pour s'habituer, comme tu dis, chaque joueuse et chaque joueur sont différents. Comment cette période de transition, justement, pour apprendre à connaître la personne, comment ça se passe? C'est plutôt un entretien pour savoir quelle est enfin, sa nature et après sur le terrain, savoir comment elle joue? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui marchent d'un joueur ou d'une joueuse sur l'autre? En fait, souvent, déjà quand les joueuses nous choisissent, c'est qu'elles ont une image de nous. Thomas Drouet, pour elle, c'était ce coach-là, je sais pas, un coach assez sérieux, voilà, discipliné. C'est un peu ce que j'entends, ce que les joueuses pensent de ma façon d'entraîner. Et donc j'arrive et moi je rentre directement dans ce personnage qui est le mien. Je dis moi, tu sais, je suis pas un magicien, je te promets pas que tu vas gagner un grand chelem dans 2 mois. Par contre, voilà, je vais être avec toi tous les jours à 200%. On va faire ça, on va le faire bien, on va le faire appliquer. Et je sais que si on fait ça et qu'on est patient, il y a un moment donné, tu auras des résultats, c'est sûr et certain. Je peux pas te dire quand, mais je sais que ça va fonctionner. Et c'est exactement, j'ai le même discours parce que c'est ce dont en quoi je crois vraiment, c'est que on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, on est des entraîneurs de tennis. Je pense que le cours de tennis c'est le même pour tout le monde. Les exercices c'est pratiquement les mêmes pour tout le monde. Donc moi je préfère faire des choses simples, d'accord, que même moi j'ai fait quand j'avais 14 ans, mettre des scies, vous savez, pour jouer à 2 mètres de la ligne de fond de cours ou les trucs comme ça, où tu dois jouer derrière la ligne de carré de service ou voilà, mais que des trucs comme ça. Et alors, bien sûr, après, on les fait un peu plus durs parce que c'est des joueurs professionnels. Voilà, on rallonge le temps, on raccourcit les zones. Voilà, il y a différentes façons de travailler. Mais voilà, c'est vraiment ma façon de faire et j'y crois dur comme fer. Et jusqu'à présent, je touche du bois, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, il y a eu un déclic chez Wang, sachant que elle a quand même enchaîné là 2 superbes tournées en Grand Chelem, à l'US Open et à l'Open d'Australie. Tu as senti qu'il se passait quelque chose, qu'elle frappait mieux la balle à l'entraînement, peut-être que sa mentalité, son état d'esprit avait changé. Comment ça s'est passé? En fait, ça avait commencé à Wimbledon déjà. Elle avait perdu au 3e tour contre Elise Mertens. Et c'était la première fois qu'elle faisait le 3e tour à Wimbledon. Elle n'avait jamais fait 2e semaine de Grand Chelem, hein. La première fois qu'elle l'a fait, c'était à l'US Open. Et en fait, après, donc déjà là, elle était blessée au dos. Ça, personne ne le sait, mais elle était blessée au dos déjà pendant ce match-là. Elle s'était blessée la semaine d'avant, 2 semaines avant à Birmingham contre Venus Williams. À Eastbourne, elle s'est retirée, elle n'a pas joué. Et on est arrivé à Wimbledon, donc voilà. Et on avait déjà, donc depuis Roland Garros jusqu'à Wimbledon, beaucoup travaillé sur son agressivité et le fait de valoriser ses décisions, que si elle ratait, c'est pas grave, je préfère que tu rates, mais que tu tentes quelque chose. Donc parce qu'avant, c'était pas trop ce discours-là qu'elle avait. Et donc, on lui demandait de prendre des risques, mais quand elle prenait des risques, pourquoi t'as raté? Donc, moi, je dis, non, si tu prends un risque, c'est un risque, tu as plus de chances de la rater. On va juste choisir la bonne balle, le bon moment pour le faire, pour que tu aies le moins de chances possible de rater. Et à force de la pousser comme ça, de l'encourager, ça lui a donné cette petite confiance en plus, et elle a réussi à mettre ça en place dans son jeu. Donc, après, par contre, je trouvais toujours qu'il lui manquait un peu de puissance. Donc après Wimbledon, elle m'a demandé d'être en charge de son entraînement physique. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et voilà, l'été, elle a commencé à devenir de plus en plus puissante. Et puis arrive l'US Open, où la semaine d'avant, au Bronx, elle perd en demi-finale contre Giorgi, l'Italienne, en faisant un super tournoi. Et puis c'était parti, quoi. Donc c'est venu d'un gros travail donc tactique. Bon, bien sûr, un peu technique. On a changé son service, on a changé un peu sa préparation au coup droit. Un travail physique où je lui ai petit à petit donné plus de puissance.
notamment pour son service aussi, pour un peu plus de puissance dans les jambes, de stabilité, d'ancrage sur les appuis pour être capable de résister contre des joueuses très puissantes et ne pas s'envoler dès que la fille commençait à bastonner. Et voilà, donc tout ça mis bout à bout, parce que c'est pas un truc qui fait que ça fonctionne, c'est un ensemble de petites choses qui, quand on les met bout à bout, font exploser la joueuse. Et du coup, je suis obligé de t'en parler par rapport à ces 2 matchs qu'elle a disputés contre Serena Williams. Donc, un US Open où elle perd assez rapidement. Le score est assez sec. Et celui à l'Open d'Australie où elle prend sa revanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, avant de jouer Serena Williams, toi, en tant que coach, tu prépares ta joueuse? Et là, comment, entre ces 2 matchs, tu as pu te servir justement de ce qui s'est passé aux États-Unis pour mieux aborder la rencontre à Melbourne? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Donc déjà, ma façon de préparer les matchs est toujours la même, c'est que je me sers des statistiques pour créer. J'ai une base de données sur mon ordinateur là, de plus de 120 joueuses, d'accord, où je répertorie certains statistiques, d'accord. Donc ça, je prépare le PDF et je l'envoie à ma joueuse le soir. Et après, avant le match, on en discute tous les deux sur certains points que je trouve importants, ou elle, comme elle l'a lu la veille, tiens, et après on met en place la tactique par rapport à des données concrètes. Donc ça, c'est vraiment la base de ma préparation tactique du match. Après, ce qui est intéressant à l'US Open, par exemple, c'est que j'ai voulu un peu désacraliser Serena Williams. D'accord? Donc je lui disais avant le cours, un peu pour la préparer, tu essaye pas de battre Serena Williams, essaye pas de battre la reine. En plus, quand même, c'était la première fois qu'elle faisait deuxième semaine d'un grand chelem, donc quart de finale. Elle jouait Night Session contre Serena Williams sur le Arthur Ashe. D'accord. Donc, je pense que là, il y avait tous les éléments réunis pour qu'elle stresse à fond. Donc, moi, je le savais, ça, parce que j'ai eu 48 heures pour préparer le match. Donc, pendant 48 heures, j'ai essayé de dégommer Serena pour pas qu'elle la voie comme une montagne à gravir. Et j'ai essayé de la raboter, cette montagne. Et en fait, elle n'était pas prête encore mentalement à affronter ce moment-là. Et en plus, je lui avais dit, essaye de commencer intensité maximale, d'accord? Parce que si tu la laisses jouer les 3 premiers jeux du premier set, par exemple, elle va prendre confiance et après, ça va être très dur. D'accord? Donc, je lui ai pas dit, tu as intérêt à bien commencer ton match. Je lui ai dit, commence full gaz. N'essaye pas juste de la faire jouer. Quitte à faire des fautes, commence. Et en fait, elle a fait complètement l'inverse. Elle a été tellement tétanisée qu'elle a fait que des fautes directes. Et après, Serena, c'était impossible. On aurait dit une débutante qui jouait contre une pro, quoi. C'était dur à voir. Donc, après le match, elle pleurait et tout. Puis, je vais la réconforter. Je lui dis, tu sais, il n'y a rien à dire. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai honte? Je lui dis, mais n'aie pas honte. C'est la première fois que tu le vis, tu la vis, cette chose-là. Donc, il y a certaines personnes, elles ont besoin de la vivre 2 fois pour se sentir mieux. Il y en a, dès la première fois, elles sont capables de passer outre. Mais il n'y a pas eu de match, donc il n'y a rien à dire. Il n'y a pas eu de match, donc qu'est-ce que tu veux? On va retourner travailler. Elle m'a dit, par contre, je ne me sens pas du tout assez forte. Je lui ai dit, tu vois, on va aller travailler à la gym encore. Tout ce que je te dis depuis le Roland-Garros, qu'il faut améliorer ta puissance. Et ce jour-là, c'est rentré dans sa tête qu'il fallait qu'elle soit beaucoup plus puissante. Donc, on a fini la saison et tout ça. Et pendant la période hivernale, donc là, je lui ai dit, bon, on a 6 semaines devant nous. C'est le moment de travailler beaucoup plus à la gym. On a le temps, tu vas être fatigué, tu vas avoir les jambes lourdes, tu vas avoir mal au pec, mais elle le faisait avec plaisir. Et on est arrivé en Australie. Enfin, avant, il y avait les tours en préparation. Shenzhen, elle joue plutôt bien et tout ça. Après, ce qui était marrant, c'est qu'à Adélaïde, donc je lui demandais vraiment de tout aussi. Donc il y a eu l'aspect physique, plus de puissance, mais la partie tennis, je lui demandais vraiment d'être ultra agressive. Donc on faisait des exercices où je mettais des lignes derrière la ligne de fond de cours et elle n'avait pas le droit de reculer. Elle devait gagner le point en maximum 4 frappes. Par exemple, plein d'exercices comme ça où je la forçais à prendre des risques, à aller vers l'avant. Et à Adélaïde, elle joue Kerber. Et elle prend, je ne sais pas, peut-être 6-1, 6-3. Elle fait un début de match, mais alors elle tapait tout, mais c'était n'importe quoi. D'accord? Deuxième set, elle perd, mais c'était vraiment très très proche. Il y avait égalité avantage dans pratiquement chaque jeu. Or, pareil, elle était un peu triste et tout. Je fais franchement super. Et là, elle me regarde comme ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pris 6-1, 6-3. C'était malade ou quoi?
Je suis allé prendre les statistiques. Elle avait fait 35 coups gagnants. J'ai dit, ben, franchement, c'est énorme. 35 coups gagnants en prenant 6-1, 6-3, c'est fantastique comme statistique. Par contre, maintenant, on a encore 10 jours à peu près. On va reparler un peu de quand prendre un risque, sur quelle balle, sur cette balle-là, je joue cette zone-là, là. Et on a travaillé que ça en fait jusqu'à l'Open d'Australie. Et puis ben voilà, elle passe tous ses tours, elle arrive elle bat Serena Williams au 3e tour. Et là, par contre, tactiquement, enfin la tactique c'était pratiquement la même, hein, mais sauf qu'elle n'avait pas réussi à la mettre en place avant. Mentalement, cette fois-ci, je lui ai dit bon, t'es forte, d'accord. T'as pris du muscle, tu es capable, tu as augmenté tant de kilomètres-heure ton service, ton coup droit, tu es capable de taper tant maintenant, se basant aussi sur des tests. Hein. Donc vas-y, montre-lui que tu es là, fatigue-la. Je veux qu'elle sorte, qu'elle ait joué 3 heures contre toi, je m'en fous, mais je veux que tu la fatigues, surtout au début du match, tu vas la fatiguer, tu vas lui répondre, ne vas pas la laisser te marcher dessus. Et elle est rentrée sur le court cette fois-ci avec cette volonté de ne pas reculer. Et en fait, elle s'est mise dans le rythme et à la fin du match, elle me dit en fait, c'est pas si incroyable que ça. Si on lui rentre dedans aussi, il y a un moment donné, elle peut pas imposer sa puissance. Si tu allais jouer, ça devient impossible parce qu'elle a une puissance, c'est comme un homme pratiquement. Hein. C'est affolant ce qu'elle est capable d'envoyer. Donc, c'était vraiment là, j'étais fier de tout ce que j'avais mis en place jusqu'à ce moment-là. Et puis, bien sûr, il faut être capable de le faire, donc chapeau à elle. Et du coup, il y a tout l'après à gérer, notamment après cette victoire contre Serena, la grande patronne, la reine. Comment tu gères ça justement? Ben, je me souviens encore de ce moment. L'avantage des Chinois, c'est qu'ils sont quand même assez introvertis. Merci. Donc, quand je rentre, elle était déjà sur le vélo en train de faire la récup. Et même le docteur de l'équipe, enfin le kiné, il était déjà sur son téléphone. Ils n'étaient pas en train d'hurler parce que dans certaines équipes, ils ont déjà gagné le tournoi, quoi. Et moi, je lui ai dit, franchement, chapeau, je suis fier de toi. Tu as fait un super travail aujourd'hui, mais le tournoi n'est pas fini. D'accord. Donc, demain, on a fait un débrief un peu du match et tout ça. Demain, on s'entraîne à 13h. On va faire ça. Tu vas jouer 11 jabber et tout ça. Et on a essayé normalement, quoi. Super, je suis fier de toi parce que c'est très bien ce que tu as fait. Mais comme elle veut gagner un grand chelem, si elle bat Serena Williams et que je lui dis c'est bien alors que c'est le 3e tour, non. Et donc voilà, après, par contre, mentalement, elle n'a pas su gérer, encore une fois, ce moment où elle fait un exploit. Et le match d'après, c'est elle qui devient, on va dire, celle qui doit gagner. Et là, elle avait tout laissé mentalement sur le court contre Serena. Ça n'a pas été facile. J'étais un peu déçu, par contre, sur le match d'après. Je pense qu'il y a pas mal de frustration, même pour elle, après avoir fait un si grand exploit. Et là, se dire il y a un tour jouable derrière, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Surtout qu'en fait, elle fait un début de match, mais les deux, hein, même 11 que j'adore, hein, elles font un début de match mais catastrophique. Elles étaient toutes les deux tétanisées. Mais il y a Wang, elle arrive à se détacher. Elle mène 4-1 au premier set. Et là, je regarde son sponsor et je lui dis bon, je pense qu'elle a fait le plus difficile. Elle a réussi en jouant très mal quand même à se détacher, à mener 4-1. Et à partir de là, ben, ça a été pire. Ça a été complètement l'inverse de ce que je pensais. Elle s'était effondrée. Donc voilà, un peu déçu sur ces parties-là. Mais bon, pareil. Voilà, elle a touché du doigt qu'elle est capable de battre des grandes joueuses. Donc on verra quand on pourra rejouer. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du quotidien d'un coach de tennis? C'est vrai que je suis toujours curieux de savoir comment ça se passe, la répartition et comment quantifier. Ben, là, on va plutôt faire de la salle, de la prépa, ou là, on va plutôt jouer sur le court, raquette en main, pour taper, pour bosser, coup droit, revers, service. Et est-ce qu'il y a un plan alimentaire qui est mis en place? Et derrière, ben, l'aspect que tu nous parlais, tactique et mental, comment ça se passe pour le joueur? Donc toi, est-ce que c'est beaucoup de visionnage justement pour faire l'ensemble de tes statistiques avec voilà plutôt est-ce qu'il faut jouer plutôt dans cette zone ou cette zone quand il y a balle de break, etc., etc. Et mentalement, comment tu prépares les joueurs? En fait, on va dire, je fais 35-40 semaines
avec ma joueuse sur toute une année. D'accord. Faut savoir que le tennis, c'est très, très, très complexe à organiser parce que c'est un sport qui demande beaucoup de qualité physique, l'endurance, l'explosivité, la force, la souplesse. Et il faut savoir que on peut pas tout travailler. On peut pas tout travailler en une semaine, c'est impossible. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on a décidé avec notre joueuse, on va avoir des directions à prendre. Et, pardon. Et ce qui est très dur à planifier aussi, c'est comme on a un tournoi pratiquement semaine par semaine, tout dépend de ce qu'elle fait au tournoi. Quand elle est en train de jouer et qu'elle est en compétition, mon but, c'est la récupération. Donc, on maintient un peu le niveau de force, par exemple, quand elle fait un match, elle gagne un match 1h30 normal, on va dire 6-3, 6-4. Tout de suite après le match, je l'emmène à la salle de gym, on fait 2-3 exercices de renforcement du corps, de rééquilibrage et tout ça, de prévention pour les blessures. Et après, c'est soins, récupération pour le match d'après. Si par exemple, elle joue le lundi et qu'elle perd au premier tour et qu'elle ne rejoue que le lundi d'après, là, par contre, j'ai beaucoup plus de temps pour refaire un peu plus de gym, par exemple, faire une séance d'intervalle training sur le court. Voilà, donc en fait, on est en perpétuelle adaptation. On peut pas dire, par exemple, ça m'arrive chaque semaine, je fais un plan détaillé, hein, tiens, je vais faire ça lundi, mardi, mercredi, et la plupart du temps, je suis obligé de changer, puisque ça dépend de comment elle se sent elle. Parfois, il y a des petits j'ai un peu mal au dos là, j'ai un peu mal aux abdos, je ressens une petite pointe aux ischios. Et on est obligé d'adapter. Donc, c'est vraiment pas facile ça au tennis. Et en plus, après, il faut prendre en considération, c'est qu'il y a les changements de surface. Donc, quand on se prépare pour le gazon, la terre battue ou le dur, on ne travaille pas la même chose, c'est pas les mêmes appuis. Quand on va aller, par exemple, travailler, quand on va jouer sur terre battue, en plus, il faut préparer les adducteurs, par exemple, parce qu'on fait beaucoup plus de glissades. Si on ne renforce pas bien les adducteurs ou on les tire pas bien, on n'est pas assez prêt, on peut se déchirer. Voilà, les rebonds sont beaucoup plus hauts, donc d'un seul coup, il faut se mettre un peu plus à travailler le haut du corps et tout ça, parce qu'on a besoin de plus de force aussi. Donc voilà, c'est compliqué, mais en même temps, c'est ça qui demande le challenge. Et ce que j'aime, en fait, c'est sur mes dernières joueuses, là, depuis Timéa, c'est moi qui fais l'entraînement physique. Donc maintenant, ça fait pratiquement 8 ans que je fais l'entraînement physique de mes joueuses, en plus du tennis. Donc c'est beaucoup de travail, mais en même temps, ça me permet de contrôler aussi, quand je fais une séance très dure sur le terrain, hop, je peux réduire un peu le physique ou vice-versa, en fait. Et ça c'est très bien parce que j'ai vu dans certaines équipes, ou même dans la mienne, s'il n'y a pas une bonne communication avec l'entraîneur physique, après, il peut y avoir une surcharge de travail, elle peut se blesser, ou parfois un manque de communication et l'entraîneur physique ne fait pas trop, ne travaille pas, ou on voit différentes choses simplement, quoi. Et du coup, est-ce que tes joueuses suivent un plan alimentaire? C'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que les joueurs de tennis ont une alimentation stricte comme on peut l'avoir sur d'autres sports? Je pense que c'est pas aussi strict, par exemple, que les sports comme le vélo et tout ça, où, par exemple, le pourcentage de masse grasse est très important. Mais quand même, je pense que la plupart des joueurs et des joueuses font attention. Comme je dis, bon, il y a eu une ou deux joueuses où elles avaient une petite surcharge pondérale, où là, j'ai mis en place avec elles, mais c'est simple, hein, tu as le droit de manger un peu de tout, mais dans des quantités raisonnables, pas manger trop de sucre, pas manger de gâteaux, de bonbons, j'en sais rien. Et puis, quand on s'entraîne 6 heures par jour, Oui. si on s'entraîne 6 heures par jour et qu'on est en surpoids en tant que professionnel, c'est qu'il y a quand même, il faut manger beaucoup, hein. On est bien d'accord. Et du coup, juste pour revenir sur ta partie statistique, donc l'approche tactique d'un match, donc toi, c'est beaucoup de visionnage des différentes rencontres qu'il peut y avoir sur un tournoi pour derrière faire ta grille et ensuite l'envoyer à ta joueuse et vous débriefer sur OK, là, à ce moment-là, pense à jouer plutôt sur son revers ou pense à jouer plutôt sur son coup droit. Ça se passe comment? Alors, attends, parce que là, je cherche carrément un exemple concret. Super. Je viens d'ouvrir ma base de données. Je cherche Serena.
Bon, je vais pas tout dévoiler, hein, mais comme ça, au moins, On a une petite pastille. donner les principaux axes de. Voilà. Donc là, c'est le PDF que j'avais préparé pour l'Open d'Australie, parce que je garde tout à chaque fois, comme il y a forcément des petits ajustements à faire. Donc là, par exemple, quand je prépare mes stats, il y a au service, d'accord, le service de Serena, les zones où elle joue, où elle est la plus forte sur sa première balle, d'accord, telle zone, c'est ce que j'essaye de lui dire. Dans les moments importants sous pression, ben, les statistiques montrent qu'elle va plutôt aller dans cette zone-là, à telle vitesse. Deuxième balle, c'est plutôt là. Par exemple, on va dire Serena Williams, elle a une moyenne de première balle à 164 km/h en moyenne. Elle peut servir à 200 km/h. Sa deuxième balle, elle est à 142 km/h de moyenne, donc ce qui est quand même relativement rapide pour une fille. Voilà. Après, il y a les retours de service en coup droit, revers, où elle rate le plus, dans quelle zone elle rate le plus, si c'est plus au corps, si c'est un peu plus loin, sa position si elle est à l'intérieur du court ou en dehors du court sur les premières ou sur les deuxièmes balles. Il y a quelque chose qu'ils font vraiment très bien, ça s'appelle les target area. Par exemple, vous avez le court, vous voyez, et les target area, c'est des bandes qui sont près des lignes comme ça, donc latérales et celle du fond du court, d'accord. Donc ça montre la précision de la joueuse. Et par exemple, Serena Williams, elle est beaucoup plus précise. Elle fait beaucoup plus, par exemple, des winners avec le coup droit dans la target area plutôt que le revers. Elle est à 60% de coup droit dans ces zones-là. Donc, je me sers de ça. Ça, c'est des chiffres, hein, c'est pas moi qui les invente parce que, pareil, des vidéos, ça dépend quel adversaire, ça dépend quel match. Parfois, c'est un peu aléatoire. Là, quand je lui dis, ça vient pas de moi, c'est des chiffres. Et bien sûr, après, on se sert sur certains passages tactiques. Je lui dis, bah, tu vois, ce que je te dis là, elle le fait, on le voit sur la vidéo. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne ou que je prépare les matchs. Et ce que j'adore, c'est que toutes les joueuses que j'ai eues, il n'y en a pas beaucoup qui préparent les matchs comme ça, aussi précisément. Et au début, elles sont un peu oh là là, ne me donne pas trop d'informations parce que moi, j'aime pas ça. En fait, c'est juste une façon de fuir le problème et de pas s'investir au niveau tactique. Quand je vois au foot et tout ça, comment ils préparent les matchs et tout, je veux dire, après, il y a certains détails, je me suis aperçu que je les ai enlevés moins parce que ça sert à rien. Mais ce que je viens d'expliquer, par exemple, c'est ce que je lui dis. Et maintenant, c'est elle qui me demande. Parfois, je me suis amusé à pas déclencher la conversation. Tu me parles pas là des tactiques et de ça, des statistiques, parce qu'en plus, comme comment dire, c'est objectif, c'est réaliste. Elles s'aperçoivent que c'est vrai ce que je dis. Je l'invente pas. Et en plus, c'est pas sur 3 matchs, hein, les statistiques, c'est sur toute une saison entière. J'ai des statistiques qui remontent sur 3-4 ans. Donc voilà, c'est vraiment, j'adore vraiment travailler comme ça. Et du coup, c'est la WTA qui fournit toutes ces statistiques et c'est toi qui les consolides derrière? Ou c'est comme ça Voilà. que ça se passe? Ouais. Alors il y a je sais pas combien d'années, c'était moi qui récoltais à la main. J'allais sur le site. Alors maintenant, il y a le site SAP c'était une société américaine qui travaille aussi dans le basket. Enfin, ils sont super, super bien. Et en fait, ça fonctionne avec le système des caméras. Vous savez, le Hawkeye. Ces caméras récoltent les impacts et les statistiques. Et nous, en tant que coach, on a un accès web et à partir de là, on peut aller voir les statistiques. On peut tous y aller, hein. Il n'y a pas que moi. Ok. Enfin, pas, je veux dire, les coachs. Voilà, ok, tout le monde peut y avoir accès et après chacun en fait ce qu'il veut, l'utilise ou non, c'est ok. Et du coup, dans toute ta carrière, ton expérience, hormis l'histoire qu'on a pu avoir avec Bernard Tomic, est-ce que tu as eu des joueurs ou des joueuses plus compliqués à coacher, qui sont plus têtus, par exemple, qui ont leurs idées arrêtées sur comment faire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou globalement, tu as toujours eu de bonnes relations et tout le monde était assez à même de t'écouter et de recevoir tes conseils et ton approche? Je pense que le plus dur, c'est de gagner la confiance du joueur ou la joueuse. Il y a toujours un round d'observation. Au début, ils font oui, oui de la tête, mais parce qu'ils sont polis. Mais ils s'aperçoivent vite si on est dans le juste ou pas. Et c'est ce round d'observation qui est important de gagner, en fait. À partir du moment où on a gagné leur confiance et que les joueurs voient que
ça sert à rien. Moi, je parle pas beaucoup en fait. Au tout début, enfin même après, c'est pas trop mon style. Je parle pas beaucoup, mais quand je parle, je suis sûr de ce que je dis. Je préfère fonctionner comme ça que de parler pour faire style, je sais tout, moi ci, moi ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, déjà, ils écoutent plus. Et puis, ça fait trop d'informations. Et puis, moi, voilà, il y a une phrase qui dit faites attention parce que le plus brillant dans la salle, c'est celui qui connaît le moins. Donc voilà, c'est vraiment important, je trouve. Et puis après, par contre, ce qui est incroyable avec les joueurs, c'est qu'on n'a pas le droit de se rater, hein. On met longtemps à gagner leur confiance, mais on peut la perdre très vite aussi. Mais pour diverses raisons, hein. Et voilà, après, au niveau, c'est pas facile de leur faire changer quelque chose techniquement. Parce que, voilà, et puis c'est des risques aussi, parce que, bon, Anna, par exemple, quand j'ai travaillé avec elle, elle allait avoir 21 ans. Donc, il y avait quand même des grosses lacunes techniques. Et à 20 ans, 21 ans, on peut quand même y toucher. J'ai touché à son service, j'ai touché à son coup droit aussi. Et à Wang, ben, j'y suis allé petit à petit, et c'est un peu plus subtilement. Par exemple, à son service, on a changé, je ne sais pas si vous faites attention, vous regardez des vidéos, son pied droit, quand elle a la technique où elle ramène son pied droit de l'arrière vers l'avant, vous savez, elle vient le poser près du pied gauche. Et en fait, avant, elle le posait carrément à droite du pied gauche, ce qui veut qu'elle se retrouvait pratiquement complètement de face avant de servir. Donc, elle perdait toute la puissance de rotation au Ouais, niveau du qu'elle avait corps, elle justement. servait, elle était, voilà. Donc, moi, on a travaillé, je lui ai dit, si tu ramènes ton pied gauche derrière, ton pied droit derrière le pied gauche, ça va t'aider à faire plus de rotation et tu vas gagner en puissance Surtout en puissance, naturellement, ouais. sans L'objectif. forcer. Voilà. Ça, plus un peu le mouvement de base et tout ça, de départ, pardon. Et en prouvant, hein, encore une fois, avec des chiffres, avec des tests, avec tout ça, sa précision, ok, pas de problème. Puis maintenant, elle le fait. Et après, il faut juste l'entretenir parce que ça revient vite. À 28 ans, changer quelque chose, ça prend du temps. Les vieilles habitudes peuvent revenir, surtout après des tournois où, comme tout le monde, instinctivement, on repart sur nos vieilles habitudes. En coup droit aussi, j'aimais pas ce qu'elle préparait avec le bras tendu comme ça, donc on a fait tirer un peu plus le coude pour avoir un peu plus de fouetter. Et voilà quoi. Donc, mais en général, j'y arrive. Et du coup, Ça prend plus ou moins de temps, mais j'y arrive. super. Et avant qu'on passe sur la période là de confinement qu'on vit actuellement, quel est ton objectif avec Wang à l'heure actuelle? J'imagine c'est gagner un grand chelem. Et en tant que coach, quel est ton objectif pour les années à venir? Est-ce que tu as un joueur en particulier ou une joueuse en particulier que tu aimerais coacher? Comment ça se passe? Ben, donc, moi, mon objectif, c'est toujours le même, c'est de faire gagner des gros tournois à mes joueuses, de vivre des moments dans dans les derniers carrés et tout ça. Mais après, son objectif personnel, c'est de gagner un grand chelem. D'accord? Donc, on met tout en place pour ça. Après, moi, j'ai pas de joueur. Enfin, ça serait un peu maladroit de dire maintenant, alors que je suis en train de travailler avec Wang Qiang, que j'ai une autre joueuse en tête, parce que pour l'instant, je n'ai qu'elle. Et, ça va très bien avec elle. Moi, mon objectif, c'est clairement de faire partie des meilleurs entraîneurs du monde. J'ai pas peur de le dire, et c'est pas pour être prétentieux. C'est juste que je travaille dur pour ça et je sacrifie mon fils qui a 5 ans. Je le vois pas beaucoup, hein. Si je fais entre 35 et 40 semaines par an, je vous laisse compter combien de temps je les vois. Et, et, euh, et voilà, et c'est un investissement au quotidien, beaucoup de sacrifices. Et après, je pense pas que je vais faire ce métier jusqu'à 60 ans, 50 ans, même pas, parce que c'est très dur. Mais voilà, j'ai envie de faire partie des meilleurs entraîneurs du monde. Ok. Du coup, comme on l'a dit, actuellement, le monde vit une crise sanitaire assez exceptionnelle et assez incroyable. Comment ça se passe, toi, en tant que coach indépendant durant cette période? Je pense que beaucoup ont dû lire ton interview dans l'équipe, qui est paru dans l'équipe, où tu nous expliquais un petit peu par rapport à ton revenu, comment ça se passait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, de savoir que finalement, tout le monde ne peut pas, durant cette période, finalement, vivre de la même façon selon son statut, selon son classement. Toi, ça se passe comment? Je pense que beaucoup de personnes sont un peu dans galère en ce moment, hein. Je pense à tous les joueurs aussi qui sont classés 300, 400, 500, 600. Ça, c'est des super joueurs, mais malheureusement,
ben eux déjà, je pense qu'ils galèrent déjà en temps normal, mais alors là, sans pouvoir jouer, il y en a certains que je connais qui continuent à payer leur entraîneur. Donc ça, franchement, chapeau, même des joueuses qui sont classées 200e mondial, elles continuent à payer leur coach. Donc en fait, c'est toute la caravane du Tour, mais pas du Tour de France, du tennis qui en pâtit. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui organisent des tournois et de ça. Il y a des tournois peut-être qui vont pas réussir à reprendre. Donc c'est vraiment pas facile. Et pour moi, j'ai aucune j'ai la chance moi d'avoir un contrat avec ma joueuse, mais il y a aucune ligne qui mentionne en cas de pandémie, je dois avoir temps et tout ça. Et j'ai bénéficié d'aucune aide. Donc voilà, je vis sur les économies. Alors je vais pas faire ma pleureuse, mais comme je disais dans l'équipe, je disais, s'il faut que j'aille livrer des pizzas, je le ferai. Mais sans dévaloriser le métier de pizzaïolo. Et c'est juste qu'à l'heure actuelle, je peux pas faire autrement. Je suis obligé, si je fais un truc pour subvenir aux besoins de ma famille, c'est quelque chose d'éphémère, parce que dès que le circuit va reprendre, dès que je peux voyager, la fin du confinement, c'est le 11 mai. Donc il fallait que je trouve un job que je peux faire comme ça rapidement dans quelque chose qui est ouvert. Donc, et pour dire que je l'ai fait quand j'étais joueur pro, d'accord, que je galérais, j'ai livré des pizzas pour filer 500 € à mon entraîneur physique chaque mois. D'accord. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de ça aussi, c'est que je l'ai fait avant, j'avais pas honte et je le referai s'il faut. Il n'y a pas honte à ça, c'est pas un métier dont il faut avoir honte. Et voilà, donc c'est pas facile. Ce qui est pas facile, surtout, c'est l'incertitude en fait. On ne sait pas quand les tournois vont reprendre. Si on nous avait dit, par exemple, dès maintenant, bon, la saison est annulée, j'aurais appelé ma joueuse, on aurait mis un plan d'action en place, on aurait trouvé un arrangement tout de suite, et puis c'était réglé. Là, au début, parce que avec ma joueuse, donc on est rentré le 12 mars, je crois, ou un peu avant, de d'Indian Wells, et on devait s'entraîner ici pour préparer la saison terre battue, et après, donc, enchaîner. On arrive, le lendemain matin, au petit déjeuner, elle lit Miami annulé. Et là, elle n'a pas voulu rester en France. Elle m'a dit, moi, comme c'est annulé, j'ai envie de rentrer en Chine et tout ça. Et, et à partir de ce moment-là, on a été séparés. Et avec ce qui a continué à se passer, l'annulation de la saison sur terre, l'annulation de la saison sur gazon, on est séparés depuis cette date-là et on ne sait pas quand on va pouvoir se réentraîner en fait. Donc tout ça, c'est pas facile. Elle arrive du coup, Wang, à faire des exercices là en ce moment, à s'entretenir un petit peu. Comment ça se passe son En fait, confinement à elle? quand elle est rentrée, déjà au mois de mars, elle s'est tapée 2 semaines de quarantaine parce que là-bas, elle ne rigolait pas. Donc, comme elle venait d'Europe, voilà, 2 semaines, elle était dans un hôtel, elle n'a pas pu aller chez elle. Et après, donc, quand elle est arrivée, ça va beaucoup mieux en Chine. Donc, ils ont commencé un peu à. Et la chance qu'elle a, c'est que son papa, il gère une petite académie de tennis à Shenzhen et il loge carrément tous dedans. Sa famille, sa maman, sa sœur, son papa, ils sont que 4 dans la famille. Et donc, elle s'entraîne là-bas, en fait. Elle a continué à faire un petit peu de physique, un petit peu de tennis et tout ça. Et pour elle, tout va bien, quoi. Elle est en Chine, elle est avec sa famille et tout ça. Elle peut faire un peu de sport. Voilà, pas de souci. Et du coup, par rapport aux différentes décisions qui ont été prises, qu'est-ce que tu penses de la décision de reporter Roland Garros en septembre? Comment tu l'as perçu, toi? Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit chapeau, c'est bien joué. Parce que j'ai assisté à la réunion à Indian Wells où tous les joueurs étaient en train de pleurer parce qu'ils ne voulaient pas leur verser le prize money du premier tour. Ils étaient tous en train de se battre pour ça. Et je me dis, les gars, ok, peut-être mais s'ils avaient communiqué avec les autres, ils auraient peut-être non, mais nous on le veut. Puis c'était pas sûr qu'ils aient la date. Ils auraient peut-être pu se la faire arracher, couper l'herbe sous le pied. Donc moi je me dis chapeau parce qu'en plus c'est un grand chelem. Ça va donner l'occasion à 106 joueurs de prendre pratiquement 50 000 euros. Donc dans ces temps-là, moi je dis chapeau, c'est bien joué. Ils vont, grâce à ça, si ça peut se faire bien sûr, et je pense que ça se fera. Avec l'US Open, je pense que ça va se faire aussi, vu ce que je viens de lire et la volonté des gens de New York et de ça, que ça se passe. Ça fait 2 gros tournois coup sur coup où les joueurs vont quand même emmagasiner pratiquement
en enlevant les taxes et tout ça, je peux pas compter, mais pratiquement $100 000. $100 000 en un mois, je veux dire, il faut être un peu réaliste par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, surtout il y en a beaucoup qui pleurent parce qu'il n'y a pas de tournoi. Donc là, ils font l'effort de le mettre, ils le mettent, ils veulent le maintenir. Donc moi, je dis, merci, quoi, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Hein. Et du coup, pour finir, tu es optimiste quant à la reprise du tennis en 2020 parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Comme dans un tournoi, il y a des joueurs qui viennent de différents pays. Il faudrait que chaque pays n'ait plus l'épidémie ou en tout cas soit en période de baisse pour pas avoir des cas de recontamination. Toi, tu penses qu'on va rejouer en 2020 ? Je pense que oui. Parce que par exemple, la tournée aux États-Unis, elle va peut-être être un peu plus courte. Je sais pas, là, nous, par exemple, chez les filles, il y a un tournoi qui s'appelle San José, qui était avant Montréal. Je ne sais pas s'il va avoir lieu, mais on va dire si ça commence, il y a un tournoi de préparation avant l'US Open et que l'US Open, on a quand même le temps, hein, c'est au mois d'août. Donc d'ici là, il y a de l'eau, mais il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais comme tu as dit, ça dépend de la politique des autres pays. Sinon, on ne peut pas voyager pour aller aux États-Unis, ou alors leur politique d'entrée. Si quand on entre, il faut qu'on soit 2 semaines en quarantaine, ça va devenir un casse-tête incroyable. Donc, si il y a, comment dire, c'est la seule chose. J'ai eu les dirigeants de WTA au téléphone il y a quelques jours. C'est la seule préoccupation, c'est ça maintenant. C'est d'arriver à un peu harmoniser tous les pays pour qu'on puisse se rendre aux États-Unis. Voilà. Peut-être avec un statut spécial en tant que sportif de haut niveau. Je sais pas, ils sont en train ils se cassent la tête pour essayer de trouver que ça se passe. En tout cas, tout le monde a la volonté que ça continue. Hein. Ils sont assez confiants, enfin par rapport aux échos que tu as, ils sont assez confiants quant à la reprise cette année. Ouais. Ils veulent pas trop s'avancer. Parce que ça dépend, il y a plan A, B, C, D, E, F, ils m'ont dit c'est incroyable, il y a plein de paramètres qui doivent entrer en jeu. Mais en tout cas, la volonté de tout le monde, c'est de faire au maximum. Le seul problème, c'est que par exemple, à Miami, les organisateurs voulaient que le tournoi se passe, mais c'est c'est pas le maire, comment ça s'appelle aux États-Unis, celui qui gère le comté qui a dit terminé, il n'y a plus d'animation sportive. Donc ça dépend pas que d'eux. À Indian Wells, c'est l'inverse. C'est le directeur du tournoi qui a dit moi je veux pas prendre de risques, interdit, alors que le gouverneur avait dit non, vous pouvez jouer le tournoi. Okay. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, ça te fait pas peur en 4 semaines enchaîner US Open, Roland Garros, 2 surfaces différentes c'est quelque chose dont tu as de la visibilité dessus qui est faisable? Pour ceux qui iront loin à l'US Open, je pense qu'ils seront déjà contents d'avoir été loin à l'US Open et ils iront à Roland Garros prendre leur chèque. Pour ceux qui sont un peu moins forts, mais les grands, je veux dire, si les très très grands vont loin à l'US Open, je doute qu'ils aillent prendre le risque de jouer Roland Garros, par exemple. Tout le monde va voir au dernier moment. S'il y en a qui font premier tour à l'US Open, ils vont vite foncer à Roland Garros pour aller s'entraîner sur terre battue. Et puis voilà. Je pense qu'il y aura pas mal de désistements, par contre. Et du coup, des choix devront être faits. Ou alors, certains qui vont dire je vais aller les prendre, comme je n'ai pas gagné beaucoup de sous cette année, et puis je peux le comprendre aussi, parce que les joueurs, il y en a qui continuent à payer leur staff et tout ça, vont aller prendre leur argent, et puis voilà. Ça marche. Merci Thomas Drouet pour cet entretien. C'était ultra intéressant d'avoir pu un peu voir l'envers du décor en tant que coach et de voir comment toi tu vivais cette période de confinement. Et en tout cas, ça fait du bien d'avoir un peu d'optimisme, de se dire que peut-être on jouera au tennis en 2020. On fait tout pour. Malheureusement, on n'y peut rien, mais on veut tous que ça reprenne, en tout cas. Les joueurs, les joueuses, les coachs, toute la caravane du tennis veut que ça reprenne. En tout cas, d'ici là, passe un bon confinement. Prends soin de ta famille. On a la chance, c'est qu'on est dans une maison avec un peu de terrain. Donc, par contre, je vais ouvrir un magasin de jardinage. J'ai un Jardiland, là, j'ai plus des mains. Là. La pelle, le marteau, tout c'est bon. J'ai même acheté un marteau piqueur. T'es équipé là. C'est bon. C'est bon. Bientôt, tu vas être confiné pendant 6 mois parce que ma compagne, elle me trouve un bout du boulot tous les jours. Il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir sortir de nouvelles stats. Il manque que ça reprenne.
Ok. Ah bah, je te remercie en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Et j'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à partager toutes tes anecdotes sur le tennis. Pas de problème. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.